La pompe à essence ne fonctionne pas sur Peugeot 208, et tout de suite, le cerveau fait un raccourci. La pompe est morte, il faut la remplacer. Sauf que dans la vraie vie, ce raccourci coûte cher, fait perdre du temps, et parfois ne règle absolument rien. Parce qu'une pompe à essence, ce n'est pas juste un moteur électrique dans un réservoir, c'est le dernier maillon d'une chaîne. Et si un seul maillon en amont coupe l'alimentation ou la commande, la pompe se tait, même si elle est parfaitement saine. Le piège, c'est le silence. Vous mettez le contact, vous tendez l'oreille, et vous n'entendez plus ce petit bourdonnement de 2 ou 3 secondes. Ou alors, la voiture démarre, 1 seconde, puis cale. Ou encore, elle refuse de démarrer, mais le démarreur tourne bien. La batterie semble correcte, et vous vous dites, c'est forcément l'essence. Parfois, oui. Souvent, c'est plus tordu. Avant de toucher à quoi que ce soit, il y a un triage simple, presque bête, mais qui évite des heures de diagnostic dans la mauvaise direction. D'abord, le niveau de carburant. Pas « il reste un quart » au tableau de bord, mais la réalité. Une jauge peut te mentir, surtout si la voiture a eu des soucis électriques, ou si elle est y restée longtemps. Si vous avez un doute, ajoutez un peu de carburant, juste assez pour éliminer l'hypothèse du réservoir trop bas. Ensuite, l'odeur d'essence, les traces humides sous la voiture, autour du réservoir et dans le compartiment moteur. Si ça sent fort, si vous voyez une fuite, on s'arrête. Pas de tests électriques improvisés à côté d'une fuite de carburant. Deuxième point, la batterie. Une pompe a besoin d'une tension correcte, et surtout l'électronique de la voiture, aussi. Une batterie faible peut donner un démarreur qui tourne encore, mais une tension qui s'écroule au moment où les calculateurs doivent se travailler. Résultat, symptômes incohérents, voyant qui clignote, démarrage impossible, et vous accusez la pompe alors que le système entier est en train de s'éteindre. Si au tableau de bord tout s'affaisse quand vous lancez le démarreur, si les phares chutent brutalement, si vous avez des messages d'erreur en cascade, commencez par sécuriser l'alimentation électrique. Troisième point, le contexte de la panne. Est-ce arrivé d'un coup, en roulant, comme si on avait coupé le contact? Est-ce que ça a commencé par des ratés, des pertes de puissance, puis un calage? Est-ce que c'est intermittent, surtout à chaud, puis ça repart après 10 minutes? Ces détails changent de tout. Une pompe qui meurt peut donner des signes avant-coureurs, mais un faux contact, un relais fatigué, un connecteur oxydé ou un faisceau abîmé peut faire exactement la même chose, avec une cruauté particulière. Ça marche quand vous êtes devant le garage et ça tombe en panne au pire endroit. Maintenant, le test le plus simple, celui que tout le monde fait, mais qu'il faut faire correctement. L'écoute à la mise du contact. Sur beaucoup de voitures, la pompe s'amorce pendant un court instant. Vous mettez le contact sans lancer le démarreur. Vous écoutez près de la banquette arrière ou du réservoir. Si vous entendez un bourdonnement bref, ça ne prouve pas que tout est parfait, mais ça prouve déjà que la pompe tourne au moins un moment. Si vous n'entendez rien, ça ne prouve pas qu'elle est morte. Ça prouve seulement qu'elle ne tourne pas à ce moment-là. Et la question devient, est-ce qu'elle ne tourne pas parce qu'elle est HS ou parce qu'on ne lui donne ni courant, ni masse, ni ordre? Il y a aussi un symptôme trompeur. La voiture démarre, puis cale. Beaucoup de gens l'interprètent comme « la pompe ne débite pas ». Parfois, c'est l'inverse. La pompe amorce, la pression monte, le moteur prend. Puis le calculateur coupe l'injection parce qu'il ne voit pas un signal indispensable. Par exemple, un signal de régime moteur. Dans ce cas, la pompe peut être coupée par sécurité, ou l'injection était coupée, et vous avez l'impression d'une panne d'essence alors que c'est une panne de commande. Et puis, il y a le cas le plus stressant. Vous êtes sur un parking, le démarreur tourne, mais le moteur ne tousse même pas. Là, on a envie de multiplier les essais. Mauvaise idée. À force d'insister, vous videz la batterie,
vous noyez le diagnostic et vous créez une deuxième panne par-dessus la première. 2 ou 3 tentatives propres, puis on passe au contrôle logique. La pompe, c'est la fin de la chaîne. La chaîne commence à la batterie, passe par des boîtiers de protection, des fusibles, parfois un relais, un faisceau, un connecteur, une masse, et enfin la pompe. Et au-dessus de tout ça, il y a la commande, le calculateur moteur et les modules de gestion qui décident si la pompe doit tourner. Si vous voulez éviter de remplacer une pompe au hasard, vous devez répondre à une seule question, très concrète. Est-ce que la pompe reçoit du 12 volts au moment où elle est censée tourner? La pompe à essence ne fonctionne pas sur Peugeot 208 et c'est exactement là qu'il faut arrêter de deviner et commencer à découper le problème. On ne parle pas de démonter le réservoir, on parle de vérifier, étape par étape, ce qui arrive à la pompe. Première étape côté électrique, les fusibles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un fusible de pompe universel, identique sur toutes les 208, toutes les années, toutes les motorisations. Mais il y a toujours des protections liées à l'injection, à l'alimentation du calculateur, au module de servitude moteur et à la pompe. Si un fusible a sauté, ce n'est pas juste un fusible à remplacer. Un fusible qui saute raconte une histoire. Court-circuit, pompe grippée, faisceau frotté, humidité dans un connecteur. Donc oui, on contrôle les fusibles, mais on garde en tête que si ça ressaute, il y a une cause. Deuxième étape, le relais, quand il existe sous cette forme. Sur certaines configurations, la commande de pompe passe par un relais dédié. Sur d'autres, c'est intégré dans un boîtier de gestion. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils cherchent le relais de pompe, comme sur une vieille voiture, alors que la logique a changé. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est le principe. Quelque part, un élément de puissance doit envoyer du courant vers la pompe. Et cet élément peut être fatigué, chauffé, faire un faux contact ou ne pas être commandé. Troisième étape, le connecteur et le faisceau. C'est la panne la plus bête et la plus rentable à trouver. Un connecteur oxydé, une broche qui a pris du jeu, un fil abîmé sous la banquette, un passage de faisceau qui a frotté. Et ça peut donner une panne totale ou intermittente. L'intermittent, c'est typiquement le faux de contact. Vous tapez légèrement, vous bougez le faisceau et ça repart. Ce n'est pas de la magie, c'est juste un contact qui revient. Le test clé, c'est la mesure de tension à la pompe. Attention, pas « je mesure et je vois 0 volts donc c'est mort ». Il faut mesurer au bon moment. La pompe peut être alimentée seulement pendant l'amorçage, quelques secondes à la mise du contact, puis à nouveau pendant le démarrage, et ensuite en fonctionnement. Donc si vous mettez le contact, vous attendez 10 secondes, puis vous mesurez, vous pouvez tomber sur 0 volts alors que tout est donc normal. Il faut être prêt, mesurer pendant l'amorçage, ou pendant que quelqu'un lance le démarreur, en restant prudent. Si vous mesurez et que vous avez une tension qui arrive brièvement, mais que la pompe ne fait aucun bruit, 2 grandes pistes se détachent. Soit la pompe est réellement HS, grippée, usée, ou son moteur interne est coupé. Soit la pompe a une mauvaise masse. Une masse, c'est le retour du courant. Si la masse est mauvaise, vous pouvez avoir du 12 volts qui arrive, mais pas de circuit complet, donc pas de rotation. Et une masse mauvaise peut aussi chauffer, faire fondre un connecteur, et créer des pannes en cascade. C'est pour ça qu'un simple contrôle de continuité de masse, ou une inspection sérieuse du point de masse et du connecteur, peut vous éviter un remplacement inutile. À l'inverse, si vous mesurez et que vous n'avez aucune tension à la pompe pendant l'amorçage et pendant le démarrage, alors la pompe n'aidait pas votre suspect numéro 1. Elle est peut-être innocente. Là, on remonte la chaîne. Fusible, relais ou module de puissance, commande.
et surtout la raison pour laquelle la commande n'arrive pas. Et c'est ici que la plupart des diagnostics amateurs se cassent les dents. La commande n'est pas juste un fil qui envoie du courant. La commande dépend de conditions de sécurité. La voiture ne va pas forcément alimenter la pompe si elle pense qu'il y a un problème d'anti-démarrage, si elle ne détecte pas de rotation moteur, ou si elle a coupé l'injection pour une raison critique. Prenons l'anti-démarrage. Si la clé n'est pas reconnue, ou si le système estime que l'autorisation de démarrer n'est pas valide, le moteur peut tourner au démarreur, mais l'injection et l'alimentation carburant peuvent être inhibées. Vous pouvez entendre la pompe une seconde, puis plus rien, ou ne rien entendre du tout selon les stratégies. Et vous pouvez passer des heures à tester la pompe, alors que le problème est une reconnaissance de clé, un transpondeur ou un module de gestion. Les indices, un voyant d'anti-démarrage, des messages au tableau de bord, un comportement très propre. Ça ne démarre jamais, mais tout le reste semble normal. Autre cas classique, le capteur de régime moteur, souvent appelé capteur PMI. Si le calculateur ne voit pas le moteur tourner, il ne va pas injecter et il peut ne pas maintenir la pompe. Résultat, vous avez l'impression d'une panne de carburant, mais en réalité, c'est une panne de signal. Les indices? Le compte-tours qui ne bouge pas du tout pendant que vous lancez le démarreur, parfois une absence totale de tentative d'allumage, et parfois des codes défauts si vous avez un lecteur OBD. Attention, un lecteur OBD ne donne pas la vérité absolue, mais il peut donner une direction. Si vous voyez des défauts liés au régime moteur, à la synchronisation ou à l'autorisation de démarrage, ça change la priorité. Il y a aussi les coupures de sécurité après choc. Selon les véhicules, il peut exister une logique de coupure, carburant en cas d'impact, ou une gestion qui coupe la pompe si elle détecte une incohérence. Parfois, un simple choc de trottoir, une grosse vibration, ou un événement électrique peut déclencher une mise en sécurité. Là encore, la pompe se tait, mais elle n'est pas forcément morte. Et puis, il y a le scénario le plus frustrant. La pompe tourne, vous l'entendez, mais le moteur ne démarre pas. Dans ce cas, la phrase « la pompe ne fonctionne pas » est trompeuse. Elle fonctionne peut-être, mais elle ne fournit pas la pression nécessaire, ou le carburant n'arrive pas correctement aux injecteurs. Une pompe peut tourner et être fatiguée. Un filtre ou une crépine peut être colmaté. Une prise d'air peut perturber l'alimentation. Ou la pression est là, mais l'injection est coupée pour une autre raison. C'est pour ça que l'écoute seule ne suffit jamais à conclure. Si vous avez accès à une mesure de pression carburant, même de façon indirecte selon la configuration, c'est un test de validation très puissant. Pas besoin de chiffres parfaits pour comprendre la logique. Si la pression ne monte pas du tout, on est sur une absence d'alimentation ou une pompe qui ne débite pas. Si la pression monte puis s'effondre immédiatement, on pense à une fuite interne, un clapet, un régulateur ou une commande qui coupe. Si la pression est correcte mais que ça ne démarre pas, alors le problème est ailleurs. Allumage, injection, autorisation, capteur. Revenons à la méthode la plus sûre quand on n'a pas d'outillage avancé. Vous voulez éviter deux erreurs, shunter n'importe quoi, et créer un court-circuit, ou multiplier les essais et vider la batterie. Le bon réflexe, c'est de travailler proprement, dans un endroit ventilé, sans étincelles, et de ne pas bricoler des fils volants près du réservoir. Le carburant et l'électricité, c'est une combinaison qui ne pardonne pas. Si vous suspectez un relais ou un module de puissance, l'idée n'est pas de ponter pour voir. L'idée est d'observer: est-ce que la commande arrive? Est-ce que la tension apparaît brièvement à la pompe? Est-ce que la panne est intermittente et liée à la température? Un relais fatigué peut fonctionner à froid et lâcher à chaud. Un connecteur oxydé peut fonctionner quand il fait sec et lâcher quand il pleut. Une masse peut être limite
et devenir mauvaise quand le courant demandé augmente. Un autre indice très parlant, le comportement au démarrage. Si le moteur tousse un peu, comme s'il voulait prendre, on n'est pas forcément sur une absence totale de carburant. Si c'est totalement mort, sans la moindre combustion, on garde l'esprit ouvert. Anti-démarrage, capteur de régime, alimentation calculateur, ou même un problème d'allumage sur essence. Et c'est là qu'on comprend pourquoi remplacer la pompe au hasard est si tentant. C'est concret, c'est une pièce, on se dit que ça va régler. Mais si la pompe n'est pas alimentée, vous pouvez mettre une pompe neuve, elle ne tournera pas plus. Parlons aussi d'un cas limite, la panne à chaud. Vous roulez, tout va bien, puis après un arrêt rapide, impossible de redémarrer. 10 minutes plus tard, ça repart. Beaucoup accusent la pompe. Parfois, c'est vrai. Une pompe fatiguée, chauffe, se bloque, puis repart en refroidissant. Mais un relais ou un module peut faire exactement la même chose. Un capteur peut décrocher à chaud, et un faisceau peut se dilater et perdre le contact. Sans mesure de tension au moment de la panne, vous ne pouvez pas trancher. C'est pour ça que le meilleur moment pour tester, c'est quand la panne est présente, pas quand tout refonctionne. Si vous avez un lecteur OBD, simple, même sans être mécanicien, vous pouvez gagner du temps. Pas en cherchant le code qui dit pompe HS, parce que ça n'existe presque jamais de façon aussi directe. Mais en cherchant des indices, défaut d'autorisation de démarrage, défaut de régime moteur, défaut d'alimentation calculateur, défaut de relais principal, défaut de pression carburant si le système la mesure. Et surtout, vous regardez si les défauts reviennent immédiatement après une tentative de démarrage. Un défaut ancien, stocké depuis des mois, ne vous aide pas. Un défaut qui revient tout de suite, lui, raconte quelque chose. À ce stade, on peut résumer la logique sans tomber dans la recette mécanique. Si la pompe reçoit une tension au bon moment et qu'elle reste muette, la probabilité d'une pompe défaillante ou d'une masse mauvaise monte fortement. Si la pompe ne reçoit aucune tension, la probabilité d'un problème en amont monte, fusible, relais ou module, faisceau ou commande inhibée par l'électronique. Et si la pompe tourne mais que le moteur ne démarre pas, on sort du tout pompe et on pense pression insuffisante ou problème d'allumage, commande. Il y a aussi une erreur fréquente, confondre panne de carburant et panne d'alimentation électrique générale. Sur une voiture moderne, un boîtier de servitude ou un module de distribution peut couper plusieurs circuits à la fois. Vous pouvez avoir des symptômes qui semblent carburants, mais qui sont en réalité une alimentation calculateur instable. D'où l'intérêt de regarder le tableau de bord. Voyants incohérents, messages multiples, accessoires qui se comportent bizarrement. Une pompe ne provoque pas tout ça. Une alimentation électrique, si. Et maintenant, la question qui fait mal, qu'est-ce que vous faites, concrètement, après ces tests? Parce que le but, ce n'est pas de devenir ingénieur en électronique automobile. Le but, c'est de décider sans se ruiner. Si vous avez identifié un fusible grillé, vous pouvez le remplacer une fois en restant vigilant. Si ça regrille immédiatement, on s'arrête. Il y a un court-circuit ou une surconsommation, et insister peut endommager le faisceau. Si vous avez trouvé un connecteur oxydé ou mal enclenché, un nettoyage et une remise en place peuvent suffire. Mais il faut être honnête. Si l'oxydation est avancée, le problème reviendra. Si vous avez une masse douteuse, la remettre en état correctement est souvent plus efficace que de changer des pièces. Si vous avez une tension présente à la pompe, mais pas de fonctionnement, là, oui, la pompe devient un suspect. Sérieux. Mais même là, prudence. Une pompe peut être silencieuse et pourtant tenter de tourner, ou tourner faiblement. Et une pompe neuve ne résout pas un problème de connecteur qui chauffe et chute en tension sous charge. C'est pour ça que la mesure à vide ne suffit pas toujours. L'idéal,
c'est de vérifier la tension pendant que la pompe est censée consommer et de vérifier que la masse tient. Si vous n'avez pas de tension à la pompe et que vous suspectez une commande inhibée, le passage par un diagnostic professionnel peut être le choix le plus rationnel. Pas parce que c'est mystérieux, mais parce que certains états, comme l'anti-démarrage ou des défauts de communication entre modules, se lisent bâtiment mieux avec un outil adapté. Et surtout, ça évite de remplacer une pompe, puis un relais, puis un boîtier, en espérant tomber sur la bonne pièce. Il faut aussi parler d'un risque, bricoler près du carburant. Shunter un relais, faire toucher 2 fils, provoquer une étincelle. Ce n'est pas juste un fusible qui saute, c'est un danger réel. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'avez pas de multimètre, si vous ne savez pas identifier une masse, la meilleure décision n'est pas de continuer. La meilleure décision, c'est de faire remorquer et de demander un diagnostic ciblé. Ça coûte, oui, mais souvent moins qu'une suite de pièces remplacées au hasard. Et si vous êtes en panne loin de chez vous, là, l'objectif change. Il ne s'agit plus de trouver la cause exacte. Il s'agit de savoir si vous pouvez tenter quelque chose sans aggraver. Vérifiez le niveau de carburant, vérifiez la batterie, vérifiez un fusible accessible, écoutez l'amorçage, et s'arrêtez là si vous n'avez pas de certitude. Parce que la pire situation, c'est de transformer une panne simple en panne électrique complexe. La pompe à essence ne fonctionne pas sur Peugeot 208. Au final, ce n'est pas une phrase qui désigne une pièce, c'est une description de symptômes. Et un symptôme, ça se prouve. Si vous retenez une seule idée, retenez celle-ci. Avant de condamner la pompe, prouvez si elle est alimentée et si elle a ça d'une masse correcte au moment où elle devrait tourner. Cette preuve, même avec des moyens simples, vous fait gagner un temps énorme et vous évite le remplacement au feeling. Et quand vous avez cette preuve, la décision devient claire. Tension présente et pompe muette. On s'oriente vers pompe ou masse. Tension absente, on remonte vers fusible, relais ou module, faisceau, ou commande coupée par sécurité. Pompe audible mais démarrage impossible. On pense pression insuffisante ou problème d'allumage, autorisation. Ce n'est pas magique, ce n'est pas un secret de garage. C'est juste une méthode qui empêche la panne de vous mener par le bout du nez. Le plus ironique, c'est que la panne la plus coûteuse n'est pas toujours la pompe. La panne la plus coûteuse, c'est l'erreur de diagnostic. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter cette erreur sans démonter la moitié de la voiture, simplement en arrêtant de confondre silence et coupable.